Donc les gars, récemment, il y a lui, Ludoc, là, il a sorti un trailer qui explique, je vais vous le mettre un peu quand même. J'ai disparu de YouTube pendant 1 an, mais c'était pour une bonne raison. J'ai fini une nouvelle grosse enquête et je vous montre. Bref, en gros, il y a un mec qui est allé dans les locaux de Webedia, à l'ancienne, et qui a braqué tout le monde. Qui demandait une rançon d'argent. En gros, de mémoire, c'est ça. Et là, en gros, c'est la vidéo complète, et c'était il y a combien de temps? C'était il y a 3 semaines qu'il a annoncé. Donc là, il y a Squeezie et Cyprien, ils étaient en train de se faire braquer, quoi. Il y a quelques années, une prise d'otage a éclaté dans des bureaux que tout le monde connaît. Prise d'otage en cours à Paris, au niveau du 45. Qui a entendu parler de ça déjà de base? J'aimerais bien savoir qui a entendu parler de ces prises d'otages, frère. Pas moi. Vous vous rendez compte comment ça a disparu, frère? C'est des youtubeurs qui se sont fait braquer, frère. Il y avait tout ça devant chez eux. Rue des Petites Écuries. Rue des Petites Écuries, c'est la rue où se trouvait le studio Cyprien Gaming. Ah, c'est le studio de Cyprien Gaming. Une attaque sur des youtubeurs que tout le monde suit. Il voulait choper un de ces gros youtubeurs pour faire une énorme dinguerie, quoi. Il voulait négocier en disant... Oh, les youtubeurs qu'il y avait, Natou, c'est Squeezie. Ouais. Natou, Squeezie, Le Rire Jaune, John Rachid qui a grandi en foyer, Norman et Cyprien. Bah, Norman qui s'est fait braquer, bon, bien fait pour lui. Le Squeeze. Et qui Squeezie? Bah, apparemment, c'est lui, mais il ressemble pas trop à Squeezie. Vous en Cyprien, si vous accédez à mes requêtes, tout a démarré de là. Et pourtant, cette histoire, personne en a entendu parler. Bah ouais. Il y a quand même un gars qui a attaqué la plus grosse agence de youtubeurs et personne s'y intéresse. Les premières Il est négociations obligé à diffuser des films. Qui est la plus grosse agence de youtubeurs et personne s'y intéresse. Il y a vraiment des fois les blédards. Hein. Bon, c'est pas un blédard qui l'a fait, mais vous avez capté ce que je veux dire. à l'assaut final, tout a été filmé. On n'arrivera pas à le raisonner, donc il faut provoquer l'assaut. Chaque minute passée, chaque mot échangé avec le preneur d'otage. Imaginez, vous êtes youtubeur, vraiment, t'es une influenceuse, quoi. Et tu te fais braquer pendant 3 heures pour qu'il diffuse sur ta chaîne YouTube des trucs. Voilà, a été enregistré. 4 heures. Il nous dit, si tes collègues ne reculent pas, je coupe l'oreille d'un otage, ça va finir comme ça. Pour cette enquête, j'ai rencontré tous les intervenants présents ce jour-là. Du chef de la BRI au sapeur-pompier, c'est une du dinguerie la directeur vidéo. de la police judiciaire au préfet de Paris, et évidemment, les otages. À ce moment-là, moi j'entends, j'ai une bombe, je vais tout faire sauter. Avec leurs Le témoignages, mec, au lieu d'aller faire des bons trucs, voilà, il se fait sauter chez des youtubeurs, frère. on va revivre en temps réel tout ce qui s'est passé. Le risque principal, il faut bien le relire, c'est le risque d'explosion sur les cautions, les gars. Dans ce nouveau documentaire, on va découvrir comment l'homme est entré dans la plus grande agence de créateurs. Il me dit qu'il a un colis pour un youtubeur et il me demande s'il est dans l'agence. Quel était son plan initial et jusqu'où il était prêt à aller. Il a un briquet, il y a de l'essence, il y a des otages. À tout moment, il peut allumer avec son briquet et faire exploser le bâtiment. Et comment j'ai réussi à retrouver sa Après, trace. ils ont Vlatal. Oui, mais il y a pas tout qui est gardé ici, en fait. On n'a aucune nouvelle, on sait pas où il est. 7 ans après sa disparition. Le sujet présente un niveau de dangerosité psychiatrique très élevé. De son arrestation à son passage en hôpital psychiatrique. Là, vous avez des dizaines de soignants en blouse blanche comme ça qui sortent. Jusqu'au jour où j'ai découvert que il avait été libéré. Certaines sources indiquent qu'il serait en possession d'une bombe. Vu comment il était armé, il pouvait faire sauter la porte sans aucun souci. Reçu à tous, imminence de l'assaut. J'ai cette vidéo à montrer sur YouTube. Wow. Vous pensez c'est quoi les vidéos? Moi je pense que c'est genre l'apologie du terrorisme ou des trucs comme ça, genre tu sais... Enfin je sais même, en fait j'en ai aucune idée, je pense que ça doit être des trucs. Comme ça j'ai rien compris là, c'est clair. Pub serveur Minecraft, il joue à Fortnite. Propagande c'est sûr, ouais c'est ce que je me dis. La vérité sur Squeezie, je jure c'est des rappels, je pense aussi. Un tuto make-up, oui, chat oui. Cette enquête, je l'ai commencée il y a 1 an exactement. Damn. Et entre les déplacements, le tournage des reconstitutions, les graphismes, le montage, bref, toute la production du documentaire, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et évidemment beaucoup de moyens. À chaque fois que j'ai eu... Bon, collaboration commerciale, allez. C'est gentil le big, mais on va pas se forcer. Les jeux d'enregistrement audio et les reviews sont riverains et des extraits télévisés pendant ce documentaire sont authentiques. Ok, donc tout est vrai. Certaines images des vidéosurveillance et vues aériennes sont des reconstitutions basées sur des recherches et des témoins directs. Donc tout est vrai, sauf certains trucs. Les noms de certains intervenants ont été volontairement masqués afin de préserver leur anonymat conformément à leur souhait. D'accord. Il a l'argent. Ce jour-là, ouais. Beaucoup de choses ont été dites dans les médias. Des demandes pas très claires pour le moment. Personne n'avait les bonnes infos. Il retiendrait donc 2 otages, peut-être même 3. Personne comprenait ce qui se passait. Ces motivations, elles sont pour l'instant assez floues. Et personne savait qui le preneur d'otages ciblait. Il s'agirait d'une agence de communication. 7 ans plus tard, je peux maintenant tout vous dévoiler. Dans mes recherches, en plus des témoignages des autorités, des voisins de l'immeuble et des journalistes sur place, j'ai pu récupérer les images de l'assaut,
et l'enregistrement audio du preneur d'otage pour voir... Mais il est trop chaud. Frère, comment tu récupères tout ça, frère? Il est trop fort. Compter cette fameuse journée du 12 juin 2018. Et ce documentaire, je l'ai structuré en 3 épisodes. Dans cette première partie, on va voir qui était dans les studios et comment le preneur d'otage a réussi à s'y infiltrer. C'est quand même un individu qui a quand même identifié l'endroit où Cyprien faisait ses enregistrements. Avant de comprendre pourquoi la BRI et les sapeurs-pompiers ont dû préparer un plan d'assaut en urgence. Un ou plusieurs assaillants peuvent être cachés. Mais avant d'en arriver là, on va revenir un peu en arrière et se demander pourquoi le preneur d'otage a décidé d'attaquer cette agence. Ah, c'est Mixicom. Il y a quand même Cyprien, le rire jaune, tout ça. Ils sont fait séquestrés, quoi. Ils se faisaient braquer. Personne n'a fait une vidéo. Peu de buzz, n'a jamais tué personne, frère. Selon nos informations, l'homme est entré dans les locaux de Mixicom. Et le prochain. Premier projet avec Mixicom, c'était Cyprien Gaming. Bonjour Internet, ça va Squeezie? Ça va. High five de dos. Mixicom, en 2018, c'est l'agence de tous les plus gros créateurs sur YouTube. Comme Cyprien, Squeezie, Norman, Natou, John Rachid ou encore Le Rire Jaune. La société les aide à trouver des partenariats et à produire leurs vidéos en leur proposant notamment leurs studios qui sont situés à Paris dans le 10e arrondissement. Au niveau du 45 rue des Petites Écuries. Rue des Petites Écuries. 2008. C'est la rue où se trouvait le studio Cyprien Gaming et on est resté ici 2 ans et demi quand même. Ça va être le premier studio créé dans Mixicom, avant de mettre pas très loin celui de Cyprien, qui était en fait collé à celui de Norman. Quoi? Oh, l'inside de fou, c'est une dinguerie, choquée là. Ils étaient collés, le studio de Cyprien et deux. What the fuck? Ah oui, il a vraiment côtoyé Norman en fait. Cyprien, qui était en fait collé à celui de Norman. Encore à côté, le studio du show jaune de Kevin. Ça, avec en face bien, celui de John Rachid. Et le plateau du Latte Show avec Natou, pas loin. C'était pas une vraie chambre. Bah ouais, c'est ce que je me disais. En fait, c'est un décor. Autour, il y a absolument rien. C'était l'époque où beaucoup de créateurs quittaient leur appart pour tourner dans un vrai studio pour éviter que les abonnés... Wow. C'est Jimmy Labeu. Jimmy Labeu et Tim. Je crois que c'est ça. Trouvent et partagent leurs adresses. En fait, des abonnés avaient repéré notre adresse et avec le bouche à oreille, on a eu droit à beaucoup de visites. Je sais que ça part d'une bonne intention, c'est pour venir prendre des photos avec nous, mais en fait, au quotidien, c'est un petit... Vous êtes des chiens. Team wow, Team MDR, Team wow, 2 fois, vous êtes des chiens. peu oppressant. Du coup, on pouvait voir les bureaux de Mixicom dans pas mal de leurs vidéos, comme le couloir entre les différents studios, les figurines de jeux vidéo. C'est bizarre ici quand même. Ils sont un peu chelous. Ou encore la cour devant l'agence, qui a la particularité d'avoir des vitres teintées, détail assez important pour la suite. Moi-même, j'y avais garé une voiture pour une vidéo que j'avais réalisée avec Cyprien, Squeezie et le transporteur. Pardon? Avant de tourner la dernière scène devant les entrées du 45 et 47... Pendant que tout le monde les comparait, ils tournaient à 1 mètre. Bah ouais, de zinzin. 47 de la rue des Petites Écuries, à On va peine faire live, quelques mois avant la prise Cyril, d'otage. Bref, à cette époque, les créateurs passaient leur temps au tournage dans cette agence. D'ailleurs, 1 mois avant la prise d'otage, Cyprien y tournait ses vidéos Apprendre une langue, John Rachid y tournait les pubs de Jean-Claude Van Damme, et 1 semaine avant, Kevin y tournait une scène d'être allergique au pollen dans un des bureaux sous le grand couloir. Et c'est d'ailleurs dans ce bureau, 6 jours plus tard, que la prise d'otage va avoir lieu. Bref, on avait donc des studios de tournage pour les créateurs, et juste en dessous, des bureaux, qui servaient quelquefois de salle de maquillage, salle de montage... Oh, c'est quoi ce logiciel de fou, frère? Avid Media. Ou encore pour organiser des réunions d'écriture. On profitait des locaux pour pouvoir se retrouver, écrire des fictions ensemble, des projets. On développait des idées de films, des idées de séries, des vannes pour le stand-up aussi, etc. C'est le meilleur endroit pour bosser de la planète parce que t'as que ça à faire. Ok. Et première. Ok, c'est parti. Eux, c'est Karim, Dikaza, Sabrina et Guillaume. Et le jour de la prise d'otage, ils étaient dans le bureau des auteurs de Mixicom. Il retiendrait donc 2 otages, peut-être même 3. Vous les avez peut-être déjà vus dans une vidéo avec Jérémy Nadeau. C'était pas si compliqué. En Cowboy avec Mr V. Mettez-moi un verre de lait. Mais aussi dans des vidéos avec John Rachid ou avec McFly et Carlito. Ils ont rendu service à Jeune 4, les pauvres. Ils sont tous les 3 scénaristes, mais ils sont surtout très proches depuis des années, et c'est ce qui va être déterminant au moment de l'attaque. Guillaume, c'est un mec que je rencontre sur un tournage en 2004, je crois. Et moi, je suis en galère de comédien, et très vite, je lui dis « Ouais, ça te dirait de jouer un rôle, etc. » Il me dit « Ouais. » On prend le costume d'un tel qui a le costume d'Indiana Jones, on écrit un truc, on tourne cash. Je mettrai la rediff, t'inquiète. Et la ligne B, c'est... Et fou rire de 4 heures. On fait un fou rire de 4 heures. Je me dis, ouais, ce gars-là, en fait, on va bosser ensemble longtemps, tu vois. Ah, j'adore ce réal. Génial, j'adore ce mec. À partir de ce moment-là, on a dit, t'as envie de jouer la comédie, tu veux écrire, tu veux réal. J'ai envie de jouer la comédie, je veux écrire, je veux réal. Et ben, on s'est plus jamais quitté.
Et au cours d'un de leurs tournages, Casa va rencontrer Sabrina. Donc on a commencé à rigoler, vraiment genre en mode pote sur les réseaux, mais ça a duré longtemps. Ensuite, après, on a commencé à se dire, bah attends, viens, on se voit, etc. On est parti au billard, on est parti au resto, etc. Pendant un petit moment, on est vraiment devenus potes. Et on se voit de plus en plus. Et quand il revient, bah ça y est, en fait, c'est parti. Ils vont se marier. Et je les amène Ah ouais, au d'accord. mariage, c'est moi qui les conduis. Et l'histoire commence comme ça. Puis Sabrina, on est devenus potes tout de suite. Parce que c'est une fille qui est extrêmement drôle. Et c'est une super scénariste. Et quand j'arrive à Mixicom, elle est là aussi. Elle rejoint le pôle auteur, donc on est H24 ensemble. Ça fait bientôt 16 ans qu'on est ensemble. On va fêter nos 13 ans de mariage. 13 ans. Et en juin 2018, Sabrina est enceinte de 8 mois. Ce qui est plus préoccupant, c'est que par Waouh, puis quand il y a la prise d'otage, c'est une dinguerie. il y aurait donc une femme enceinte. Waouh. Ce jour-là, on a un petit comité. Et on est focus sur notre série, notre Bible. On est en train de travailler, en train d'échanger, on se marre la gueule, comme d'hab. Et à 15h45, depuis le bureau, depuis la porte vitrée, je vois un livreur arriver. Des livreurs, on en voit souvent, il y avait toujours des livraisons. Parce que t'as toutes les marques qui font des cadeaux, t'as tous les youtubeurs qui se font envoyer des choses, et puis même nous, des fois, on se fait envoyer des trucs. Ah. Donc je le vois rentrer, et donc bon, on s'inquiète pas. L'homme porte 2 sacs avec lui, Elle a l'air bien en tout cas pour l'instant. garde son casque et marche dans le couloir en observant les bureaux autour de lui. Et c'est un Et là, malade. je vois un mec qui penche sa tête dans le bureau de la production dans laquelle on est, habillé en Deliveroo. Je vois pas son visage, je suis plus happé par son attitude. Lourd la sécurité, de zinzin. C'est bizarre, un mec qui rentre dans un bureau, qui regarde pas les gens, il regarde plus autour comme s'il avait perdu un truc. Au même moment, Agnès et Blanche, deux productrices qui travaillent dans le bureau à côté, ouvrent la porte et lui demandent ce qu'il vient livrer. Mais l'homme ne répond pas. Et elle lui dit ça plusieurs fois. C'est que moi, ça m'énerve. Je me dis, un livreur, il vient, il répond pas. Peut-être ça me met la tension. Casa, par instinct de protection, parce que Sabrina est là, se lève et le pousse. Wesh. Il l'amène dehors en disant, mais en fait, vous cherchez quoi? Vous cherchez qui? Agnès et Blanche C'est un bonhomme, hein. C'est levé direct. s'approchent aussi de lui, ce qui semble le déstabiliser. Et il arrive à ce moment-là face à moi. Et là, il sort un calibre, il me le met en face. Quoi? À ce moment-là, moi j'entends... Mais ouais, les gars, il est dans une agence de youtubeurs, frère. J'ai une bombe, je vais tout faire sauter. D'accord. Et là, le premier truc qui me vient, on est quand même chez Mixicom. Je me dis, c'est un prank. Il est nul son prank, mais c'est un prank. Et je regarde le calibre. J'ai un doute et je vois que le trou, il est petit. Casa regarde le flingue, il voit la sortie du flingue et dit, on dirait pas un vrai flingue. Et du coup, il fait pas ce que le mec lui demande. Il se met pas au sol, il reste figé. Voilà, mais frère, ils auraient pu tout braquer, il a choisi Cyprien Gaming. Mais de zinzin, pourquoi Cyprien... Bah après bon, on va comprendre pourquoi. Parce qu'il veut diffuser une vidéo, il a dit, mais vas-y, mais frère, à perte. Et je suis face à lui et je dis, oh, je vais pas me mettre à quatre pattes. Et je me dis encore, ça se trouve, c'est un prank. Débile, mais c'est un prank. Et là, il sort une lame. Le mec, il a toutes les armes. Le mec a tout pris. Et là, je dis, ok, c'est pas un prank. Et là, j'ai Sabrina en face de moi qui me regarde et qui écarquille ses yeux comme ça. Et je sens que Guillaume a compris, lui, que c'était pas normal. Dans ses yeux, il y a qu'est-ce qu'on fait? Et je me dis, ok, c'est un attentat. Carré. Et là, Guillaume, tout de suite, me dit, c'est pas une blague, on s'en va. T'es enceinte, on s'en va. En 2 secondes 30, je switch. Le regard de Sabrina me dit, bah en fait, tu prends ta responsabilité, t'as pas le choix. Et tout commence à être au ralenti. À ce moment-là, on sait pas trop ce qui se passe, on voit juste de manière zoomée. Là... Je dois rien comprendre. Mais tu dis, mais on est chez Webedia, quoi, littéralement, quoi. On est dans une agence de youtubeurs, qu'est-ce que tu fais? Je vois la porte qui est à côté, qui nous mène dans la cour. J'attrape Sabrina, je la fais passer sur le bureau. En plus, elle est enceinte, mais c'est un malade. J'ouvre la porte, je sors Sabrina. Et là, je cours, mais je cours sans trop savoir ce qui se passe. Toute ma course, je pense que je vais me prendre une balle dans le dos. Elle a laissé son mari tout seul, miskin. On court donc jusqu'à la porte cochère. Je sors Sabrina qui commence à hurler « Mon mari est à l'intérieur, il va mourir ». Blanche et Agnès, qui dans le mouvement ont réussi à sortir, les rejoignent. Ils ont laissé Guillaume Bassem tout seul, frère. Oh, seul Casa est resté dans le couloir. J'entends que la porte, elle s'est ouverte. Voilà, et oh les lâches, ils l'ont laissé tout seul. Donc je sais que Sabrina et Guillaume, ils sont plus là. Pris de court, le faux livreur panique et se retourne, ce qui va permettre à Casa d'en profiter. Je me dis, je vais pas aller dans le bureau, parce que potentiellement, il peut voir Sabrina et Guillaume partir ou je sais pas quoi. Je vais dans le studio qui est en face. Quoi? Mais voilà, il est fou. Casa entre dans un des studios de tournage et se couche au sol pour pas se faire tirer dessus. Et je me dis, bon, bah s'il a un couteau, c'est sûrement un vrai calibre.
Mais comment t'as le réflexe de faire ça? Mais c'est un ouf. L'homme tente de forcer la porte, mais finit par abandonner. Casa se retrouve enfermée, et à l'extérieur, Sabrina n'arrive pas à se calmer. Je sais pas ce qui se passe, j'ai abandonné mon mari à l'intérieur parce qu'il m'a pas suivi. Oh, c'est une agence de youtubeurs, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est la panique totale, j'ai des contractions qui commencent, moi je suis pas loin de mon terme. Guillaume, il a été séparé de moi, donc je suis même pas avec mon ami, je suis seule. Moi, je tiens cette grande porte en bois avec l'espoir que mon pote sorte. Et là, je vois le mec en face de moi. Oh mon dieu. Il me regarde, il voit que je suis loin et il ferme la porte. Moi, je sais plus ce qui se passe à l'intérieur. La porte est vitrée. Et là, je prends conscience que je peux rien faire d'autre que ça. Starfall. Et à ce moment-là, c'est l'attente. À 15h46, une des productrices appelle le 17. 17 police secours, je vous écoute. Très vite, la police va trouver sa localisation et chercher la patrouille la plus proche de l'adresse. Très rapidement, le PC Radio lance un appel d'urgence et demande aux équipages les plus proches de se signaler. Une caméra de verbalisation filme la rue, mais rien n'indique une prise d'otage. Et à quelques rues, 2 policiers municipaux à vélo répondent à l'appel et sont en vélo. Ils vont faire quoi, frère? Et à l'adresse pour comprendre ce qu'il se passe. Comment ça se fait qu'ils ont des images à plus fait? Il me dire comment ils auraient pu filmer pendant le braque, mais ils ont pas filmé l'intérieur. Et des reconstitutions. Et en les attendant, Casa est toujours enfermée et cherche une solution pour sortir. Ah ouais, tout, gilet. Bah en même temps il a une arme, gilet pare-balles et tout. Suite à l'appel au 17, en quelques minutes, les premiers policiers arrivent sur place et se positionnent aux 2 entrées. La prise d'otage est confirmée, les renforts spécialisés et les secours sont très vite appelés. Tous les acteurs policiers vont être appelés très rapidement, vont pouvoir se rendre sur place. Les autorités de la police judiciaire sont également appelées. Les sapeurs-pompiers de Paris sont également avisés. Le préfet... Mais il a retrouvé tout le monde, mais c'est un malade. Évidemment, parce que ça se passe à Paris, est immédiatement avisé. C'est un gars, c'est une seule personne, regardez ce qu'ils ont ramené. Et très vite apparaît la nécessité d'envoyer un moyen spécialisé d'intervention. Et le moyen spécialisé d'intervention à Paris, c'est la BRI. Heureusement que c'est dans Paris, il y a tout La qui est à BRI, côté. c'est la brigade de recherche et d'intervention. C'est une unité d'élite de la police judiciaire pour lutter contre le grand banditisme, les prises d'otages et plus récemment contre le terrorisme. L'assaut a été donné par les... Pierre, ils vont pas le laisser crever cette prise d'otage, bah logique. Les hommes de la Mais quand même BRI. tout ça... Le 13 novembre 2015, c'est la BRI, dirigée par Christophe Molmy, qui a lancé l'assaut final Ils savent pas s'ils sont plusieurs à ce moment-là. Ah bah oui, je suis bête. au Bataclan. Et ce 12 juin 2018, c'est aussi lui qui va diriger l'opération d'intervention au 45 rue des Petites Écuries. Et l'autre, il est encore dans le cieux de Norman et il est bloqué. Hein. Caché dans un stock, Casa va commencer à chercher une arme. Je suis comme ça, je suis à l'affût, je regarde, je vois des poids, on avait ramené quelques poids pour s'entraîner. Et d'un coup, j'entends du boucan. Il se dit que Guillaume est revenu l'aider et décide de sortir. Et je suis en train de regarder, je dis, mais avec quoi je peux me battre contre lui, il a des armes. Donc je me retourne, je vois un vieux balai, je le prends, je garde le manche et je sors. Mais une fois dans le c'est couloir, un ouf lui. Ce n'est pas Guillaume qui est face au livreur, mais un autre homme au sol. Quelques minutes plus tôt, Louis, un voisin qui habite juste au-dessus des bureaux, descend fumer dans la cour sans savoir ce qu'il se passe. Oh my god. Sabrina, Guillaume, Blanche et Agnès sont déjà sortis et appellent les secours à ce moment-là. Et lui, là, il fume sa clope. Dans la cour, la porte s'ouvre, le livreur demande alors à Louis de l'aider avec ses sacs. Mais il est fou. Et une fois dedans, l'homme le frappe à la tête. Louis finit alors au sol, totalement inconscient. Et c'est là que Casa arrive avec son balai. Oh mon dieu. Lui, il est au sol, KO. Et il y a le gars avec la lame levée. Et il va se manger un coup de lame. Donc j'ai le balai et je cours en l'insultant. C'est pas possible, mais il est malade, il est fou, frère. Mais attends, mais frère, mais c'est un film. Waouh. Là, je suis face à lui, il recule, je lui jette dans le casque. Et nul. Bon, un coup de poing comme... T'es gentil, mais là, au bout d'un moment, moi j'y vais pas. Hein. Le balai cassé, je l'ai jeté sur lui, je taille. Hein. Force au mec.
Ça y est, frère. Il va sortir une sorte de cric. Mais... et c'est quoi, il a un stuff en fait, le frère il a même pas de sac là. C'est quoi, il a tout? Pistolet, couteau, cric. Et là, moi, je me mets en garde, je me prends pour Mike Tyson, tu sais, je me dis, ouais, je vais esquiver cette barre. Il va prendre un sale KO. Et lui, il tape là où je vais esquiver, donc il met ma tête où il va taper en fait. Wow. Et il va s'en rappeler toute sa vie celle-là. Wow. Donc là, je suis un peu KO, je sais pas ce qui se passe, et il est en train de m'arroser. Et ça... Mais où il avait tout ça, frère? Il a même plus de sec. Plus l'essence. J'aurais été à la place du braqueur, voilà, j'aurais mieux fait que lui. Mais vous avez pété un câble. Et donc je vois il m'arrose, donc je me lève, ça me donne encore un plus de jus. Je recule, je vais dans le bureau, et là il cherche son briquet. Oui, parce que en plus de le pistolet, le couteau, le cric, le bidon d'essence, il avait un briquet. Il le sort. Et en plus il trouve. Mon cœur il bat à 2000. C'est simple, avec tout l'essence qui m'a arrosé, il fait une étincelle. J'ai une banane flambée. Je me mets contre l'espèce d'armoire en bois qu'il y avait. Je me pousse contre l'armoire et il s'est préparé à l'avant, je pense. Et quand même, là, il y a une sacrée préparation. Je pousse de toutes mes forces. Wow! Il glisse vers lui, le briquet il tombe. Là, il est par terre, donc je fonce vers la porte. Allez, fuis. Il a fermé. Arrête de m'en... Mais prends le gun. Et moi, je vois le loquet du haut et le loquet du bas. Oh my god. Je les déverrouille les deux. Et j'ouvre la porte, je la casse en fait. Bah oui. Oh my god. Et là, j'entends... Il va tirer ce sgeg. Allez hop, 10 ans de plus en prison. Une énorme détonation. Mais ça, il l'a pas touché, je pense. Je me dis, putain, il vient de tirer sur mon pote, tu vois. C'est la première chose à laquelle je pense. Ouais, il a pas d'aim. Et je me dis, il a eu besoin de moi et je suis pas allé le chercher, tu vois. C'est vrai que à quelques mètres, Sabrina a été prise en charge dans un hôtel, mais elle n'arrive toujours pas à se calmer. À ce moment-là, j'ai besoin de prendre les choses en main parce qu'en fait, je suis impuissante. Moi, ma manière d'accepter, c'était, je me suis dit, bon, accepte qu'il est mort, accepte que c'est fini. Waouh, ah ouais. Parce qu'en fait, j'étais dans un tel état de panique qu'il fallait qu'à un moment donné, j'accepte le deuil pour avancer. Moi, je me voyais déjà rentrer et dire à mes enfants, bon bah... oh, pardon. Ça me fait oh my god. Je suis triste, excuse-moi. Je reprends, excuse. What the fuck? Et là, elle entend pas le coup de feu? À ce moment-là, le temps, il est distendu. D'un seul coup, sur l'autre porte cochère, je vois Kaza qui sort. Aura. Je suis plein de sang avec l'arcade pété. J'ai les godasses pleines d'essence, parce que vraiment, il m'a aspergé, je suis plein d'essence. Et je glisse et je tombe. Je vois Guillaume, je crois, il me semble, de loin. Tout de suite, je cherche Sabrina. Je me dis, où est-ce qu'elle est, Sabrina? Où est-ce qu'elle est? Le vrai homme. Hein. J'entends que peut-être quelqu'un est sorti et qu'il a un t-shirt blanc. Et on me dit, elle est là-bas, elle est là-bas. Et donc, dès que j'arrive, je vois Sabrina qui tombe à mes pieds. Oh, mignon. Et elle est en sanglots, elle explose, tu vois. Et elle me dit, je crois que t'allais mourir, etc. Elle était en pleurs, la pauvre. W Bassem. Et du coup, je l'enlace et là, je sens qu'il sent l'essence. Donc, je comprends l'ampleur et je comprends que là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Pendant ce temps, Cyprien. Et à partir de là, on est pris en charge et on est escorté dans une ambulance pour être emmené à l'hôpital. C'est pas fini, non. N'oubliez pas qu'il y a toujours le mec qui est là-bas, qui est par terre et qui est comme ça et qui va se prendre un coup de couteau. Très vite, la BRI arrive sur place et va installer son poste de commandement dans l'hôtel Paradis où se sont réfugiés ceux qui ont réussi à sortir quelques minutes plus tôt. Ce qui est important dans ce genre d'opération, si vous voulez, c'est faire d'abord le point lorsqu'on arrive pour avoir... Quand même, il y avait aucun youtubeur, hein. C'est-à-dire qu'ils bossent pas, quoi. Les informations utiles. Dans ces conditions-là, on monte un plan et on regarde où se trouve l'endroit, de manière à cerner le bâtiment, et aussi la topographie des lieux. Depuis la cave de l'hôtel, un officier de renseignement va alors parler avec les témoins pour recueillir le maximum d'informations. Moi et Kaza, on fait le plan de dessus. On lui dessine le plus détaillé possible tout ce qu'on connaît de Mexicom. Ce qu'on a besoin, c'est des plans, c'est la description des lieux à l'intérieur, s'il y a des armes, comment se conduit le preneur d'otages, comment il est habillé, des choses qui vont être utiles sur l'intervention, parce que l'intervention en elle-même ne dure que quelques minutes.
Un premier plan est dessiné et la BRI est vite confrontée à un problème. Toutes les vitres extérieures dans la cour sont teintées. Et les vitres empêchaient de voir à l'intérieur, ce qui rendait délicat l'intervention puisqu'on pouvait nous voir sans qu'on voit les personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Donc en termes de surprise, c'était pas évident. Donc depuis la cour, personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Dehors, la BRI encercle le bâtiment. Mais il a qui comme otage là à ce moment-là? Et dedans, le preneur d'otage menotte Louis, genou au sol. Ok, il a que lui. Avant de l'asperger lui aussi d'essence. Le mec c'est même pas un youtubeur, il a rien. Je suis alerté aux alentours de 16h, je me présente sur l'intervention à 16h12. À l'origine, les sapeurs-pompiers interviennent pour prendre en charge Kaza, qui est blessé à l'arcade. Et en discutant avec il l'a pas raté, hein. Ouais, l'œil tout rouge, frère, on dirait même plus qu'il a des yeux. Lui, il réalise qu'il y a de l'essence partout dans les locaux et qu'ils vont devoir réagir très rapidement. Le risque avec un liquide inflammable, c'est la création de poches de gaz qui pourraient à tout moment s'enflammer, mais pire, même exploser en fonction de la concentration et du mélange avec l'air. À tout moment, il peut allumer avec son briquet. Fini choupa choups. Et faire exploser le bâtiment. Le gaz et l'électricité des locaux sont donc coupés pour éviter toute étincelle, provoquant une explosion. Reculez s'il vous plaît, reculez. Pour éviter tout risque, le périmètre de sécurité autour de Mixicom est élargi. Et la BRI commence à positionner ses différents officiers autour du bâtiment. La première chose à faire, c'est de se mettre en position, en place. Par exemple, mettre une colonne d'assaut immédiatement en position pour pouvoir réagir à n'importe quelle situation. Une première colonne se positionne devant l'entrée du 45 et une deuxième au 47. En plus, il y a que 2 entrées, ça veut dire vraiment... Et entre les 2 portes, des tireurs haute précision... Aito, ça t'arrive, tu fais quoi? Moi, je vous dis, je survis pas. Hein. Je vais pas faire semblant comme l'autre, je bagarre, nanana, ensuite je pousse, je meurs. Moi, je reste là-bas, la police me sauvera. Moi, je m'en sortirai pas tout seul. Hein. On entre dans les boutiques et se positionne aux fenêtres avec vue sur la cour. Et c'est même pas... J'ai essayé, je vais mourir. En gros, c'est eux qui vont être nos yeux au départ pour nous dire qu'est-ce que fait le preneur d'otages et combien il y a d'otages et ce genre de choses. Et une fois tout le monde en position, le négociateur de la BRI entre dans la cour et prend la place des policiers municipaux derrière une des voitures garées. J'ai fait le choix de le remplacer à l'endroit exact où il se trouvait, derrière une voiture dans la cour. Et ça pour pas modifier la dynamique de communication qui avait été mise en place avec lui. L'objectif, découvrir qui est vraiment ce faux livreur, quelles sont ses revendications et pourquoi prendre cette agence pour cible. Le mec quand même, il a trouvé le lieu, il connaît Cyprien, il connaît nanana. Le mec juste se renseigner, regarde un peu les stories Insta, il l'a pas fait, ils sont même pas là, frère. Abuse. Quand on arrive sur place, on ne peut pas envisager délibérément un assaut sans se donner la chance d'une négociation. Dans ce type de situation, la négociation se fait toujours en équipe. Un négociateur de contact, celui qui parle avec le forcené. À côté de lui, un négociateur de soutien qui analyse, conseille et surveille l'état émotionnel du preneur d'otage. Et une psychologue qui évalue sa dangerosité en analysant son comportement et sa personnalité. Et le 12 juin 2018, c'est Nicolas qui va être en contact direct avec le preneur d'otage. Pascal, à côté de lui, sera en soutien. Très drôle, Brass. Et enfin, Sandrine tiendra le rôle de la psychologue. C'est eux qui étaient présents au Bataclan et à l'Hypercacher en 2015. Ouais, ils ont un CV. Les preneurs d'otages se sont acculturés à demander à parler avec un négociateur parce qu'ils savent que leur point de contact, ça va être le négociateur. Et dès les premiers échanges, le faux livreur va demander à se faire appeler par le prénom Chris. Et le négociateur va essayer de l'apaiser pour comprendre ce qu'il veut. Oui, je t'écoute. La personne, à chaque fois, elle a besoin de verbaliser. Donc on doit être très dans l'écoute. Donc on laisse la personne s'exprimer, ce qui a pour but de faire baisser la tension et de faire baisser l'agressivité. Mais petit à petit, il va poser des questions de plus en plus bizarres. Oui. Quoi? Il y a je suis pas pratiquement là. Mais c'est... Ah ouais. Tout sauf un musulman, pitié. Enfin, ce serait même pas un vrai musulman, mais bon. Tout sauf un islamiste, quoi. Et plus la discussion avance, plus le preneur d'otage va devenir agressif. Tu prends soin de moi. Je prends soin des otages. Il y en a un. Il faut que tu le saches. On est là pour toi. Je comprends pas pourquoi au départ il insiste pour communiquer avec moi dans la cour. Parce qu'au départ il veut que je reste dans la cour et que je continue à communiquer avec lui. Au bout de quelques minutes, il aperçoit les snipers aux fenêtres et s'énerve de plus en plus. Regarde en haut, il y a le sniper, regarde en haut. Ouais, je l'avais parlé, chef. Il m'énerve. Et à ce moment-là, il nous dit... Mais pourquoi le sniper il fait pas je piou?
terminé. En vrai. Les collègues ne reculent pas. En vrai, si on peut éviter de tuer quelqu'un, on fait quoi. Je coupe l'oreille d'un otage, ça va finir comme ça. Chris est de plus en plus tendu, ce qui pousse la BRI à reculer pour protéger l'otage. Il est déterminé, il est motivé, il est très agressif, il sait ce qu'il veut. Vite intérêt, mais il est sorti, il a la porte ouverte, on le voit. Les tireurs haute précision s'écartent alors des fenêtres et le négociateur propose de continuer à discuter au téléphone. Je lui ai demandé de me communiquer un numéro de téléphone qu'il m'a donné et juste avant de couper le contact, il m'a dit « Moi je suis un soldat de la République islamique d'Iran ». M'étonne, après il y a des youtubeurs ils sont de droite. Toujours nous. Enfin, je suis pas islamiste, hein. Attention. Il y a toujours les musulmans, frère. Il va falloir que tu retiennes quelque chose avant de me rappeler au téléphone. Bah c'est ce qu'on avait dit les gars. C'est à ce moment précis qu'on commence à comprendre pourquoi il est entré dans Mixicom. Il voulait diffuser ses vidéos de propagande, avec dans ces vidéos-là des revendications assez particulières. Et en remontant son numéro de téléphone, la BRI va découvrir sa véritable identité et comprendre que c'est pas la première fois que la police a affaire à lui. Ah ouais. Le négociateur rentre dans l'hôtel pour continuer la discussion au téléphone. On réquisitionne une chambre d'hôtel où le groupe négociation se met en place. La BRI lance le profilage du forcené et une nouvelle question se pose. Est-ce que c'est terroriste ou pas? C'est la première question qu'on a. Ah ouais, il est bien... Hein, il a un gros sac. Hein. En juin 2018, nous sommes encore dans une période qui reste profondément marquée par les attentats terroristes. Depuis les attaques du Bataclan et de Charlie Hebdo, la menace d'un nouvel attentat pèse toujours sur la capitale. Un mois plus tôt, dans le quartier de l'Opéra, un terroriste d'origine tchétchène tue au couteau un homme et blesse 4 personnes. On a tellement vécu des moments-là que forcément quand on a une prise d'otage, c'est le premier réflexe qu'on peut avoir à l'esprit. Quelles sont les motivations et quels sont les ressorts du preneur d'otage? Avec le numéro de téléphone que le négociateur a récupéré, la BRI retrouve donc son identité. Et contrairement à ce qu'il a dit au négociateur dans la cour, Chris n'est pas son vrai prénom. Mohamed. Il est né en 91 et a donc 26 ans. Et son domicile n'est pas connu par la police. Et son prénom ? Donc on essaye d'avoir des éléments auprès de la famille, auprès des proches, des voisins. On interroge différents fichiers pour essayer de cribler la personne, de mettre à jour sa personnalité. Ça doit nous aider à avoir un profilage finalement de l'individu, savoir s'il est connu, d'où il vient, et en fonction de ses antécédents, de déterminer si on a déjà un profil qui peut présenter des signes de radicalisation. La police va avoir accès à plein d'informations sur le preneur d'otage, comme son profil médical, son profil psychologique, et surtout un accès à son dossier pénal pour voir s'il a des antécédents judiciaires. Et un an plus tôt, en 2017, il découvre qu'il a déjà été arrêté pour avoir brûlé un camion pendant les émeutes de Bobigny, dénonçant les violences policières dans l'affaire Théo. Que déjà, on voit à peu près à qui on a affaire, donc finalement, au fond, c'est quelqu'un qui n'a pas un gros profil, mais qui finalement, quand on le met dans le contexte de l'époque, est déjà un profil d'incendiaire quand même. L'homme est donc connu des services de police, mais il n'est ni fichier S, ni recensé au FSPRT, le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Et donc là, la situation, elle n'est pas claire pour la BRI. Le preneur d'otage se prétend soldat de la République islamique d'Iran et veut se faire passer pour un terroriste. Mais au téléphone, ses revendications vont avoir de moins en moins de sens. Les premiers éléments qu'on avait de son discours nous ont assez inquiétés. Moi, je suis dedans, je crois. Comment ça, tu crois? Dans le truc de radicalisation, là? Dans le sens où il était assez décousu et il semblait pas très cohérent. Il est presque 17h, bienvenue si vous nous rejoignez. On commence par cette toute dernière information. Un forcené est retranché dans une entreprise du 10e arrondissement de Paris. Prise d'otage serait en cours rue des Petites Écuries. Une information évidemment à prendre avec beaucoup de précautions. Un homme serait actuellement retranché dans le 10e arrondissement. À partir de 17h, les premières chaînes de télé commencent à relayer l'information et les premiers médias communiquent sur la prise d'otage. On en vient maintenant à ce qui se passe dans le 10e arrondissement de Paris. Un forcené est retranché. 2018, j'étais sur Twitter. Les gars, je n'ai jamais vu, frère. Je n'ai jamais... Après, bon, 4 likes. Bon, RTL France, on monte un peu les stats, là. Actuellement. Nous sommes en direct sur Brut, sur Facebook Live, à proximité donc de la rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement de Paris. Petit à petit, Wallah, je suis surveillé par la mafia albanaise parce que mon meilleur ami, il est dans une famille les plus puissantes de la commune. Le plan du preneur d'otage se met en place. De toute façon, plus rien de m'étonne. Quand on a affaire à des individus qui sont dans ces situations-là, le but c'est de donner une résonance médiatique. Souvent c'est le mobile essentiel. Les dernières négociations au Bataclan, c'était aussi la revendication des preneurs d'otages. Dans le dernier corridor, c'était d'avoir les médias.
Il est venu avec de l'essence, parce qu'il a aspergé Casa avant qu'il puisse s'enfuir. Donc quand il a séquestré ce voisin, il avait déjà une méthode qui était prête. Tu viens pas dans un établissement avec de l'essence comme ça, surtout quand tu viens faire une prise d'otage, tu vois. Parce qu'on rentre pas chez Mexicom par hasard. C'était une petite société cachée dans une cour intérieure, derrière une grande porte. Pour moi, il savait exactement où il allait. Les gars, c'est sûr, Webeja, il y a eu un truc comme ça, c'est obligé. Webeja, bon, peut-être pas autant, mais c'est sûr, il y a un mec qui a tenté, nanana, tu vois. Ce gars-là, il voulait simplement choper un de ces gros youtubeurs et le filmer en direct sur sa chaîne pour faire une énorme dinguerie, quoi. Ogémon. Une fois dans l'hôtel, le négociateur appelle donc le preneur d'otage sur son téléphone. Et la conversation avec lui va devenir de plus en plus bizarre. Je veux un setup de stream. Je veux une RTX. À chaque appel avec le négociateur, l'homme prend le téléphone et va dans le couloir. Très rapidement, on se rend compte que le discours n'est pas du tout cohérent et il est quand même très ancré autour d'un délire de persécution. Pour sa première requête, le preneur d'otage demande qu'on contacte l'ambassadeur juste des viewers, mesquine. Pour lui remettre une lettre à donner au gouvernement français. Une demande qui nous paraît un peu étrange. Les forces de l'ordre qui ont pu établir un contact avec le forcené qui demande pour le moment à joindre l'ambassade d'Iran. Il dit vouloir remettre une lettre à cet ambassadeur pour que cette lettre soit remise au gouvernement français. Au moins, il n'est pas algérien. Et peu à peu, ces revendications vont prendre une direction étrange. Il est dans un délire de complot juif. Il nous explique que de toute façon, tout ce qui arrive, c'est de la faute des juifs, même jusqu'au président de la République. Il y a un problème, c'est pas possible. Un jour, il y aura un mec comme ça dans mon chat, je sais. Public qui, lui, est juif. Quoi ? Il est juif aussi. Il va alors commencer à mélanger plusieurs théories et devenir de plus en plus incohérent. Au fil des appels, il est dans un délire absolu, un délire paranoïaque. Il nous parle de l'affaire avec Ziad, Théo, l'affaire de Nordal-Lelandais avec la petite Maëlys. On a le sentiment qu'il vient réparer une injustice, mais avec des idées qui ne sont pas du tout ancrées dans la réalité. Nous, ça commence aussi à nous inquiéter parce qu'il n'y a rien de construit dans sa manière de s'exprimer et dans ses idées. Il va alors expliquer que le monde est contrôlé par une élite en listant plusieurs détails cachés dans les médias et au cinéma pour le prouver. Par exemple, pour lui, sur l'affiche de La Planète des Singes, sortie quelques mois plus tôt, l'actrice blonde en arrière-plan, c'est en réalité la petite Maëlys, tuée par Nordal-Lelandais. Il y a des mecs, faut leur enlever YouTube, faut leur enlever Internet. Vous vous rendez compte de la théorie, là ? Ça, c'est un grand thème, l'idée qu'une organisation secrète s'amuserait, en fait, à laisser des signes de leur présence, des traces, pour pouvoir communiquer entre eux ou pour marquer leur territoire, leur domination. Il y a une grande méfiance aussi de sa part, et il a le sentiment qu'on veut toujours le manipuler. On est vraiment face à une personne qui a des troubles psychiatriques importants, et du coup, on voit que la négociation n'a pas de prise. C'est une dinguerie, frère. En même temps, ça pourrait pas être un mec... Ouais, je vais m'arrêter là, je vais finir ma phrase. Je veux dire, ça pouvait pas être un mec, entre guillemets, logique, vu qu'il va à Mexicom, quoi. Le preneur d'otage refuse donc toute discussion et continue de menacer Louis, toujours imbibé d'essence. Et depuis l'hôtel, on a oublié Louis. En cours d'option, les agents de renseignement de la Louis plein d'huile tentent leur dernière chance et ils vont lancer le profilage du preneur d'otage. Si on trouvait. Très vite, ils réussissent à retrouver son profil Facebook. Avant de tomber sur son profil Twitter, où il envoie plusieurs fois dans la même journée une vidéo à des personnalités politiques ou à des médias. On pense qu'il veut montrer quelque chose qui fascine, qui heurte le grand public. Et l'idée, c'est de vouloir montrer au monde à quel point le monde est trahi, le monde est persécuté et qu'on nous cache la vérité. Mexicom, mais il voulait snapper avec Digidix ou quoi, mais la vie de la mère. Mais en fait, il voulait diffuser une vidéo. Du complotisme, c'est effectivement de se présenter en situation... Le judaïsme politique est la source de nos malheurs et a détruit nos valeurs. Héroïque de celui qui a compris comment ça fonctionnait et qui se met un peu en position de lanceur d'alerte. Et donc, quand on est dans mon dieu, la gêne entier, et d'utiliser tous les moyens possibles de communication, les réseaux sociaux, pour dire à tout le monde ce que la presse, le système, les puissants ne disent pas et ne veulent pas voir révéler. Tout ça pour eux. Ah ouais, les complotistes. Hein. N'ayant pas de réponse sur ses réseaux sociaux, l'homme a donc fini par passer à l'acte en ciblant cette fois une agence de youtubeurs. J'ai cette vidéo à montrer aux enfants du monde entier sur YouTube.
À la base, lui, ce qu'il voulait faire, en fait, c'était rentrer dans les bureaux, séquestrer soit Norman, soit Cyprien. Il pensait que ça serait aussi simple que ça, parce que c'était les bureaux de la production. Et l'attacher sur une chaise et l'imbiber d'essence, et en fait, lui mettre le feu en direct sur sa chaîne et le filmer. D'accord, nice. Comprennent alors qu'ils sont face à un homme prêt à tout. Tout ça, ça donne des renseignements et ça va être dirigé vers le négociateur qui, lui, va pouvoir avoir au fur et à mesure l'idée de ce qui se passe et comment pouvoir après appréhender une négociation vis-à-vis d'un preneur d'otage. Est-ce qu'on va prendre le temps de discuter avec lui et on sait qu'avec le temps, peut-être qu'il va commencer à céder? Ou est-ce qu'on sait que l'individu est totalement déterminé, qu'il est embrigadé dans sa lubie de prise d'otage et que du coup, on sait qu'il va y avoir une intervention? Bon, allez, ils vont tous rentrer, ils vont monter en l'air là, ça y est. Avec tous ces renseignements, les négociateurs vont discuter avec la psychologue de la BRI aussi présente dans la chambre. Heureusement qu'ils étaient pas là, Cyprien et tout là. Va tout changer. Au fil de ces appels, on a compris qu'il y avait une pathologie assez lourde et que la psychologue nous parle de paranoïa. Ce qu'on appelle schizophrène paranoïde, c'est-à-dire qu'il y a un délire de persécution, mais qu'il y a une incohérence dans la pensée. On voit qu'il passe vraiment du coq à l'âne, qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir un discours construit. Dès les premiers échanges au téléphone, elle comprend qu'il y a un souci. On entend que parfois il est assez calme et puis tout d'un coup il y a un état émotionnel très fort. Il passe d'une émotion à une autre très rapidement. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de stabilité, pas de contenance possible. Bipolaire. C'est très compliqué de négocier avec quelqu'un de paranoïaque puisque tout ce que vous dites est interprété. Et c'est ça qui rend compliqué la négociation. La piste terroriste est définitivement écartée. L'homme n'est pas un fanatique, mais un déséquilibré. C'est des revendications effectivement islamistes, mais qui n'en ont ni queue ni tête. C'est horrible parce que du coup il est ultra imprévisible. Ouais, voilà, c'est ça. Est quelqu'un qui est déséquilibré. Le GOAT. Comment ça le GOAT, frère? Un élément qui semble se confirmer, c'est qu'il n'y a pas de dimension terroriste. Et à ce stade, eh bien, la piste terroriste est écartée pour cette prise d'otage. Pour l'instant, je pense qu'il faut attendre de voir ce qui se passe parce que ça peut être simplement un déséquilibré mental. Mais paradoxalement, ça va rendre la négociation et l'intervention encore plus risquées. Quand vous avez affaire même à un terroriste, quelqu'un de même résolu et même prêt à mourir, mais qui est censé, vous pouvez négocier, vous pouvez engager une discussion. Quelle revendication islamiste? Il est pas juif du coup. Non mais il dit n'importe quoi, il dit qu'il est juif, qu'il est musulman, qu'il est chrétien, il est bizarre. Il dit n'importe quoi. Vous pouvez essayer d'établir quelque chose. Quelqu'un qui est déséquilibré mentalement, c'est pas possible. Résolument, on n'arrivera pas à le raisonner, donc il faut provoquer l'assaut. Ouais, ils vont le monter en l'air. Il va découvrir très vite qu'il n'y a pas qu'un seul otage. Ouah, le plot twist, c'est qui ça? C'est Natou? Mais deux. Oh la dinguerie! À 15h45, quand le faux livreur marche dans le couloir, il passe à côté de plusieurs bureaux. Celui d'Agnès et Blanche, les deux productrices qu'on a vues plus tôt, mais aussi celui de Tiffany, en plein montage d'une vidéo à ce moment-là. Voilà, Pau, elle est en train de faire du montage, voilà. À cette époque, la porte du bureau est souvent fermée, travailler dans le calme. Et quand Tiffany entend l'homme crier et se battre, contrairement aux autres, elle va pas réussir à sortir. Oh la gêne! Les fenêtres du bureau étant restées fermées à clé ce jour-là. Cachée derrière un meuble, elle va réussir à contacter son copain et avec ses indications, elle va avoir sans le vouloir un rôle clé pendant cette prise d'otage. Là, c'est une source de renseignement inestimable. Cette personne peut nous donner du renseignement pour nous dire où se trouve le preneur d'otage, quelle est la situation à l'intérieur, tout en essayant de garder à l'esprit qu'il faut qu'elle ne prenne pas de risques. Le preneur d'otage n'ayant pas ouvert son bureau, il ignore qu'elle est là, à quelques mètres de lui. Le preneur d'otage, on n'en avait pas conscience. Et comme quoi, ce qu'ils nous apprenaient à l'école, juste cachez-vous sous les tables, il y a moyen ça passe les gars, vu comment ils sont gaze. Ça faisait en réalité 2 otages potentiels. À ce moment-là, pour réussir leur plan d'extraction, sa présence dans les locaux doit absolument rester secrète. S'il est branché sur des chaînes d'information à la télé et que là aussi la présence des médias donne trop d'informations aux preneurs d'otages, ça peut induire chez lui une réaction qui n'était peut-être pas celle prévue initialement. C'est simple, si l'information fuite dans les médias et que le preneur d'otage la prend, ah bah oui, il va chercher partout. Un énorme risque. Logique. Cette dernière information, un homme serait actuellement retranché. Il retiendrait 2 otages. Oh la gêne! Nous avons confirmation qu'il retient 2 personnes. 2 personnes en otage au niveau du 45 rue des Petites Écuries. Il va chercher partout. La truc ça a leak. Oh là 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 là.
Il a un briquet, il y a de l'essence, il y a des otages. La question se pose pas, il faut intervenir à ce moment-là. Bah ouais, sinon, ouais, fini quoi. Dans le prochain épisode, le compte à rebours est lancé. Quoi ?